Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, excellences, messieurs les bourgmestres, chers collègues recteurs et directeurs présidents, mesdames et messieurs, que je salue en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants. La rentrée académique est un rendez-vous important que notre communauté universitaire affectionne particulièrement. Elle nous donne l'occasion de rencontrer amis et sympathisants de l'université. Votre présence nombreuse aujourd'hui nous conforte dans la considération et l'intérêt que vous lui portez. Au nom du monde, je vous en remercie. Peut-on penser le monde autrement? Le thème de cette rentrée académique est en phase avec certaines des préoccupations actuelles de notre société. Les crises politiques, économiques, écologiques et financières s'y multiplient à une échelle sans précédent. Parmi les causes souvent pointées du doigt, la course effrénée à la croissance. Cette course garde-t-elle un sens? Y a-t-il par ailleurs un avenir à la croissance dans un monde fini? Le professeur Daniel Cohen est sans conteste l'un des économistes dont le pragmatisme et la pertinence de l'analyse sont unanimement reconnus. Il n'hésite pas à remettre en cause les schémas de pensée habituels. Il se veut critique par rapport à un modèle économique de société accolé à la croissance et propose des pistes pour envisager de vivre sans elle. Notre conseil académique a décidé de lui décerner le titre de docteur honoris causa de l'Université de Mons. C'est le professeur Anne Eldenberg, doyenne de la faculté Warroquet d'économie et de gestion, qui le présentera dans quelques minutes, ainsi que les raisons qui ont conduit notre conseil académique à proposer cette distinction. Mais auparavant, j'évoquerai, comme à chaque rentrée, et j'en suis à ma 10e rentrée, quelques-unes des perspectives de notre institution dans un paysage de l'enseignement supérieur en pleine mutation. Pendant l'année académique écoulée, l'UMONS a organisé une série d'événements en relation avec Mons 2015, capitale européenne de la culture, mais en relation aussi avec l'année de la France que l'UMONS avait aussi le plaisir d'accueillir. Dans la courte rétrospective qui va vous être présentée dans quelques instants, vous identifierez certains de ces événements à côté d'autres plus académiques. Je vous propose de la regarder ensemble.
Mesdames et messieurs, chers amis, le nouveau plan stratégique de l'UMONS a été adopté l'année dernière après avoir été discuté avec la communauté universitaire et obtenu l'aval de nos différentes instances, à savoir notre conseil d'administration, ainsi que notre comité d'orientation stratégique, qui, je le rappelle, est composé pour 3/4 de membres extérieurs à notre université. De façon très succincte, ce plan stratégique concrétise le projet UMONS, dont les deux objectifs majeurs sont 1. De contribuer à la démocratisation de l'enseignement dans une région qui en a bien besoin, en proposant une offre de formation de qualité articulée à une recherche d'excellence. 2. De mettre son potentiel scientifique au service du développement régional. Une équipe rectorale a été constituée. Une dizaine de collègues que je remercie s'appliquent à faire progresser notre projet au quotidien et de mener, en collaboration avec la communauté universitaire, les actions nécessaires à sa réalisation. Les piliers sur lesquels s'appuie le projet UMONS peuvent être résumés par 5 mots-clés: étudiants, région, recherche, internationale et communauté universitaire. Étudiants, notre institution a toujours placé l'étudiant au centre de ses préoccupations. Elle porte une attention particulière à l'encadrement pédagogique en tirant profit de la proximité induite par sa taille. Elle a toujours eu le souci de favoriser leur réussite, leur parcours professionnel, ainsi que leur épanouissement social et culturel. La région, notre institution entend assumer son rôle dans le développement du capital humain régional. Elle a aussi pour ambition de contribuer à son développement social, économique et culturel. Elle entend le faire en collaboration avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur, et en particulier au sein du pôle NUI. Dans les nouveaux projets FEDER-FSE cofinancés par l'Europe et la région, l'UMONS s'est impliqué dans une quinzaine de projets régionaux à hauteur de 22 millions d'euros. Recherche et internationale. J'ai déjà eu l'occasion de le répéter à maintes reprises. On peut être une université située en province, attentive au sort de sa région et le revendiquer dans son ADN, tout en ayant aussi comme autre moteur de l'action l'indispensable dimension internationale. La communauté universitaire, le fonctionnement de l'université est notamment tributaire de l'efficacité de son organisation, de la qualité de ses infrastructures et du bien-être de son personnel. Nous y sommes particulièrement attentifs au départ d'une démarche qualité appliquée de façon permanente en collaboration avec notre administrateur Michel Coulon. Les différents objectifs du projet UMONS sont pilotés à partir d'un tableau de bord qui nous permet d'objectiver la réalité de nos actions. Permettez-moi de commenter plusieurs d'entre eux qui m'apparaissent être les plus significatifs. Tout d'abord, le nombre de nouveaux étudiants entrant en première année de bachelier, donc hors doubleur. Ce graphique projette l'évolution du nombre de ces étudiants à partir de 2009, date de création de l'UMONS. Vous y constaterez la croissance pratiquement linéaire de notre recrutement. Cette année, nous avons franchi le seuil des 30% d'augmentation par rapport à 2009. Il s'agit d'un indicateur qui, pour nous, est loin d'être secondaire, compte tenu des objectifs de démocratisation que nous nous sommes fixés. Il nous conforte dans l'idée que notre université répond à un besoin régional et qu'elle arrive à amener dans l'enseignement universitaire des nouveaux étudiants qui, sans notre présence et notre action, n'y seraient pas venus. Autre indicateur intéressant, celui se rapportant au niveau de satisfaction des étudiants, suite à nos enquêtes pédagogiques annuelles, et qui concerne obligatoirement tous nos enseignants, de l'assistant au professeur ordinaire. Ces courbes résument la répartition des réponses des étudiants, avec une gradation dans le niveau de satisfaction allant d'excellent à très insatisfaisant. On y constate que sur plus de 165 000 évaluations d'étudiants sur les 4 dernières années, seuls 5% d'entre elles sont négatives, ce qui signifie, de façon plus positive, que 19 sur 20 d'entre elles sont favorables. Il faut bien évidemment relativiser ces retours car ils ne font que traduire la perception des étudiants quant à la qualité de ce qui leur est offert. Mais quand même, ces retours peuvent à tout le moins témoigner du fait que les préoccupations pédagogiques sont clairement l'une des priorités de notre université. D'autres indicateurs concernent plus particulièrement la recherche. Le premier est un indicateur qui traduit l'évolution du volume de recherche dans notre institution.
sur la base du nombre annuel de thèses de doctorat. Depuis la création de l'UMONS en 2009 et après un temps d'incubation de 3 ou 4 ans consécutifs à notre nouvelle politique de recherche, on note une progression très sensible du nombre de thèses annuelles, avec au final un doublement de notre nombre de thèses en 6 ans. Nous avons atteint aujourd'hui une fréquence de l'ordre d'une thèse par semaine. Une fois n'est pas coutume, pour ce qui concerne la production scientifique, je me permettrai de reprendre les conclusions d'un ranking, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du ranking U-Multirang, mis en place sous l'impulsion de l'Union européenne. Il s'agit d'un des seuls rankings qui ne se complaît pas dans un classement monoscore du type hit-parade. Il se veut plus nuancé, avec un ensemble d'indicateurs, notamment associés à l'enseignement, la recherche, le service à la région, l'international. Même si ce type de ranking, qui n'existe que depuis 2 ans, reste encore à affiner, l'université dispose d'une véritable carte d'identité qui lui permet d'en détecter ses points forts et les points sur lesquels elle peut progresser. Plusieurs indicateurs ramènent le nombre de publications référencées ou le nombre de citations à la taille des institutions. Donc, dans un ranking du type U-Multirang, on utilise donc comme indicateur de recherche un indicateur de productivité scientifique plutôt que de production absolue. Et dans un tel classement, il est intéressant de constater que l'Université de Mons est répertoriée dans les institutions européennes classées A, au même titre d'ailleurs que les autres universités de la communauté française. Cette conclusion n'est pas étonnante en soi. Une étude publiée en 2012 par le professeur Gevers compare la productivité scientifique de 17 pays majoritairement européens. Il définit un indicateur de productivité scientifique exploitant le nombre de citations, donc dans la période 2003-2010, tout en tenant compte du nombre de chercheurs concernés, ainsi que l'investissement que le pays consent dans sa recherche universitaire. Cette étude arrive à la conclusion que toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont un excellent indicateur de productivité institutionnelle par rapport à la moyenne internationale. Mesdames et messieurs, chers amis, l'enseignement supérieur est en pleine évolution, vous disais-je au début de mon intervention. Le décret paysage n'y est pas étranger. Il répond logiquement à un objectif initié par le décret Bologne et visant à favoriser la mobilité des étudiants. Comme le ministre Marcourt l'a dit lui-même, son décret est une véritable révolution. Et le propre d'une révolution, c'est de changer l'ordre établi pour évoluer vers un autre ordre, avec des obstacles à surmonter, certains étant prévisibles, d'autres moins. Même si la presse s'en est abondamment emparée, le passage du seuil de réussite à 10 sur 20 plutôt que 12 sur 20, c'est une tempête dans un verre d'eau, l'enseignant ayant toujours le loisir d'adapter son évaluation avec ce qu'il considère être le seuil qualitatif de réussite de son cours. Par contre, ce qui peut poser question, ce sont les modifications structurelles dans l'organisation des formations. La disparition de l'année d'études au profit d'un programme individualisé propre à chaque étudiant peut avoir des conséquences sérieuses. À court terme, les difficultés administratives pour gérer ces programmes individualisés sont réelles. L'établissement de ces programmes est chronophage. Je profite d'ailleurs de cette rentrée pour remercier les membres du personnel administratif qui ont mis les bouchées doubles pour essayer de maîtriser ce véritable défi. Il y a ensuite et surtout le risque d'un allongement de la durée des études. La plus grande liberté donnée à l'étudiant afin de gérer ses choix n'aura peut-être pas que des effets positifs. La tentation de répartir l'effort scolaire sur une plus longue durée risque d'être bien présente chez l'étudiant, à l'instar d'ailleurs de ce qui se passe dans plusieurs pays ayant adopté ce système. Et il y a enfin le temps qu'il faudra pour affiner l'interprétation de certains articles. La notion de cours a disparu. Elle a été remplacée par celle d'unité d'enseignement, constituée par un ensemble d'activités d'apprentissage. Et l'une des difficultés réelles qui se posent, c'est dans les différentes interprétations que l'on peut donner à la relation entre l'évaluation d'une unité d'enseignement et l'évaluation des activités d'apprentissage qui la composent. L'esprit dans lequel le législateur a rédigé le décret
était d'évoluer vers une approche par compétences susceptible, par ailleurs, de favoriser la réussite. Le texte légal laisse ainsi la possibilité de réussir une unité d'enseignement, en tolérant, pour autant que le jury le souhaite bien sûr, certains accros au niveau de l'une ou l'autre activité d'apprentissage. Il faut toutefois bien constater que, dans son état actuel, le décret peut aussi être interprété de façon diamétralement opposée, à savoir l'échec global de l'ensemble d'une unité d'enseignement malgré la réussite de certaines activités d'apprentissage. Il y aura probablement quelques ajustements à réaliser dans la définition même des activités d'apprentissage au sein des institutions pour corriger les effets pervers d'un décret dont nous souhaitons, au sein de l'UMONS, bien évidemment, respecter l'esprit dans lequel il a été rédigé. Le décret a également apporté des modifications structurelles importantes suite à la création d'une part de l'ARES et d'autre part des pôles académiques. Dans le cadre de cette rentrée, je me limiterai à vous parler du pôle Hainuyé. Il n'est un secret pour personne que dans le Hainaut, cette structure était clairement souhaitée, la majorité des acteurs hainuyais considérant que la logique géographique est de nature à apporter un plus dans le quotidien des étudiants et des enseignants. Après une année de fonctionnement, on peut noter quelques avancées concrètes pour les institutions du pôle hainuyé, qui regroupe, je vous le rappelle, toutes les institutions de l'enseignement supérieur qui organisent des formations dans le Hainaut. Elles sont au nombre de 43, 3 universités, 3 hautes écoles, 3 écoles supérieures des arts et 34 institutions de promotion sociale. Quelques exemples. Le Centre de didactique de l'enseignement supérieur a lancé en février dernier le programme Je rebondis. Donc c'est un programme commun d'activités de remise à niveau à destination des étudiants de première année en situation d'échec grave. Un programme commun de cours préparatoires aux études supérieures à destination des étudiants de dernière année du secondaire est également en chantier. L'accent sera probablement mis sur les étudiants les plus vulnérables qui ne sortent pas de l'enseignement secondaire général. Le partage d'expériences entre enseignants est rendu opérationnel, notamment grâce à des forums pédagogiques à destination des enseignants du pôle. L'accès et l'utilisation des bibliothèques du pôle ont été élargis à tous les membres des institutions du pôle. Une convention initiant la possibilité d'un partage de ressources en matière de logement, d'infrastructures sportives et d'espaces culturels est à l'étude. Tous les étudiants étrangers incoming des institutions du pôle sont accueillis en commun et reçoivent un guide commun d'accueil des étudiants internationaux. De plus, quelle que soit l'institution du pôle dont ils font partie, tous ces étudiants ont accès aux cours de français langue étrangère organisés par les institutions du pôle. Des journées scientifiques sont organisées sur des thématiques de recherche appliquées, susceptibles d'intéresser hautes écoles et universités. Une information commune à destination des étudiants à besoins spécifiques a été officialisée avec des lignes directrices communes. Nous avançons donc bien, me semble-t-il, au sein du pôle hainuyé, et ce, dans l'esprit du décret. Je dois pourtant vous faire la confidence que les membres du pôle ont parfois le sentiment d'être freinés, ou si vous me permettez l'expression, d'être véritablement retenus par le veston. Curieusement, certains débats au sein de l'ARES tendent à montrer du doigt les pôles qui avancent, alors que le bon sens voudrait que l'ARES s'appuie au contraire sur les pôles, ne fût-ce que pour fluidifier son propre fonctionnement. Ainsi, par exemple, la possibilité d'impliquer un pôle dans l'instruction des besoins de formation au sein de la province qui le concerne nous a curieusement été refusée. Je regrette l'interprétation stricte du décret qui a conduit à cette décision. J'espère qu'il ne s'agit que d'un épisode ponctuel et isolé et que le bon sens l'emportera. S'il y a des décrets qui changent la structure de l'enseignement supérieur, il y en a aussi d'autres qui sont attendus. Un nouveau décret portant sur une révision de la loi de financement de l'enseignement supérieur est programmé et avec lui beaucoup d'espoir quant à son refinancement. Les rentrées académiques des autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont déjà eu lieu et chaque recteur s'est fait un point d'honneur de rappeler l'urgence d'un refinancement. Dans son célèbre sketch du percepteur, Raymond DeVos entendait chaque nuit
le ululement du percepteur lui réclamait des sous. Il y a gros à parier qu'après ses rentrées académiques, notre ministre risque d'être réveillé chaque nuit par le ululement des recteurs en manque de subsides. Et après tout, je ne vous cache pas que cela nous ferait plaisir, s'il se réveillait en y pensant, et surtout s'il arrivait à communiquer cette insomnie aux autres membres du gouvernement au moment d'arrêter le budget. Le sujet est toutefois trop sérieux que pour continuer sur le ton de la plaisanterie. Le nombre d'étudiants a augmenté massivement depuis 1996, avec une enveloppe maintenue constante. Au final, la dotation par étudiant est passée de 8 500 € à 7 400 €, soit une diminution de l'ordre de 15%. L'enseignement universitaire est le seul à avoir subi une diminution aussi drastique. La qualité que l'on reconnaît aujourd'hui à nos universités ne se maintiendra pas demain si l'effort d'un refinancement n'est pas consenti. L'effet d'inertie ne dure qu'un temps. Il faut de temps en temps relancer la machine, et ce temps est venu. L'enjeu est sérieux. Il s'agit de la qualité des ressources humaines dont nous disposerons demain. Il s'agit du potentiel d'innovation sur lequel nous pourrons compter demain. On ne peut pas à la fois plaider pour une massification de l'enseignement universitaire à laquelle nous souscrivons pleinement au sein de l'UMONS et ne pas augmenter en conséquence l'enveloppe consacrée à son financement. Mesdames et messieurs, chers amis, la crise des migrants ou des réfugiés, peu importe après tout comment on les appelle, est un phénomène dont on n'a probablement pas pris la pleine mesure historique. Ces milliers d'êtres humains abandonnent des États en pleine décomposition. Ils forment une vague massive qui ne va pas s'arrêter de sitôt, dès lors que les causes de ces migrations ne sont pas traitées à la base. Le soutien qu'on donnera à ces réfugiés, ou au contraire l'aide qu'on leur refusera, situeront le type de société dans laquelle nous voulons vivre. Est-il pensable d'être insensible à la détresse humaine sous prétexte d'opposer nos pauvres et nos sans-abri avec des réfugiés qui ont tout quitté pour sauver leur vie et leur liberté? Est-il pensable, au sein de l'Union européenne, d'adopter un comportement amnésique, alors que bien des peuples en Europe se sont retrouvés il n'y a pas si longtemps dans une situation similaire? Est-il pensable de prôner le repli sur soi à coups de frontières hermétiques qui finiront un jour par nous enfermer? La solution pour maîtriser ces flux est éminemment politique. L'Europe, malheureusement, n'en finit pas de se chercher, minée par une structure décisionnelle paralysante et exposant au grand jour ses dissensions. Pour ce qui nous concerne, l'université est, par définition, une structure ouverte au monde. La question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut accueillir ces réfugiés, mais plutôt de savoir comment le faire. Nous avons donc un rôle à jouer dans notre périmètre traditionnel. Au sein de l'UMONS, notre intervention a été pensée de façon à offrir à ceux et à celles qui en ont besoin la possibilité d'entamer ou de poursuivre des études supérieures. Nous avons décidé de concentrer notre action en direction des réfugiés qui sont ou qui seront accueillis dans la province du Hainaut. Des contacts ont été pris avec les différents faits d'asile hainouillais et une procédure d'accueil a été définie en partant du principe que cette année, nous pourrons au minimum offrir la possibilité de suivre des cours en auditeur libre. Ce statut d'étudiant libre leur permettrait de consolider leur connaissance du français par des cours de français langue étrangère adaptés. Notre service social sera également mis à contribution. Ces actions sont entreprises en attendant la possibilité d'éventuellement valoriser les parcours antérieurs sur une base à convenir entre institutions. Une action commune au sein de l'ensemble des institutions du pôle hainouillais est actuellement en cours. Comme je l'ai dit au début de mon exposé, les crises politiques, économiques, écologiques et financières se multiplient à une échelle sans précédent. La mise en cause d'une idéologie de la croissance, sans référence à des valeurs éthiques, est régulièrement avancée. Deux questions essentielles sont posées. L'objectif d'une croissance à tout prix, avec ce que le mot croissance recouvre aujourd'hui, est-il le bon? D'autre part, en imaginant que cet objectif soit le bon et qu'il le reste, la croissance a-t-elle un avenir? La notion de croissance est l'expression de la volonté humaine de progresser, avec ce que cela sous-entend comme intelligence et comme innovation. En ce sens, nous avons évidemment besoin de croissance. Le hic,
c'est que la mesure de la croissance passe par un PIB qui porte aussi en lui les germes d'autres crises. Si demain les pays pauvres atteignaient notre niveau de consommation, les ressources de la planète seraient vite épuisées. Le PIB ne tient compte ni des changements climatiques, ni des limitations des ressources naturelles, ni de la diminution de la biodiversité, ni de la destruction inéluctable des ressources non renouvelables. D'une part, la recherche d'une croissance à tout prix. D'autre part, la recherche d'une croissance à tout prix arrivera-t-elle en fin de compte, comme elle a pu le faire dans le passé, à apporter de la prospérité à un maximum de citoyens, les niveaux d'inégalité ayant aujourd'hui plutôt tendance à s'accentuer dans nos économies. La montée en puissance de l'économie spéculative par rapport à l'économie réelle accentue ce climat d'instabilité. Des solutions globales éminentes du politique tardent à venir. Il faut certes garder confiance au progrès, à la technologie, aux capacités d'innovation dont l'humanité a su faire preuve jusqu'à présent. Mais une prise de conscience crédible du politique se fait attendre. Quand on pense que le candidat à la tête des sondages du Parti républicain pour briguer la présidence de la nation la plus puissante du monde vient de déclarer sans rire que le réchauffement climatique est un canular, on se dit que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné aussi car, pour paraphraser Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. N'y a-t-il pas dans nos comportements un déni de réalité, alors que la situation nécessite un sursaut collectif, car il nous est interdit de tergiverser, il nous est interdit de louvoyer. La solution est vraisemblablement dans l'acceptation d'une croissance durablement faible, s'accompagnant d'une politique réduisant les inégalités. Mais comment la mettre en place pratiquement avec autant d'incertitudes et d'instabilité et avec aussi peu de pilotage? Nous vivons actuellement une troisième révolution industrielle, celle du numérique. Aura-t-elle au final un impact réel sur notre croissance? Et dans quel sens? Pour terminer cette allocution, je rappellerai la phrase de Kenneth Boulding qui affirmait que celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Daniel Cohen est un brillant économiste que l'Université de Mons a souhaité mettre à l'honneur aujourd'hui. Il ne croit pas à cette croissance exponentielle. Il analyse au contraire notre dépendance à la croissance et propose des alternatives. Il nous donnera dans quelques instants sa vision sur comment l'économiste qu'il est peut penser le monde autrement, de quoi assurément nous aider dans notre propre façon de l'imaginer. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Vont suivre maintenant deux interventions, celle de M. Mourad Ouhamet, représentant des étudiants, suivie de celle de Véronique Vitry, représentant du personnel scientifique. Après leur intervention, vous serez conviés à un instant véritablement magique, me semble-t-il. En cette année Mons 2015, nous avons décidé de vous projeter une vidéo d'environ 5 minutes qui illustre de façon magistrale l'alliance que le talent peut forger entre l'art et les technologies du numérique. Sachez que le point de départ des images que vous allez voir, ce sont des clichés de notre exposition « Explorer l'invisible ». Ces clichés ont en fait été pris au microscope optique ou électronique, principalement par des chercheurs de l'UMONS, mais également en collaboration avec des collègues d'autres universités. À partir de ces images, qui sont donc des images de chercheurs, une vidéo a été coproduite par notre Institut Numédiar. Alors je rappelle que notre Institut Numédiar est dédié aux technologies créatives, et donc cette vidéo a été coproduite en collaboration avec la Fondation Mons 2015. Elle s'inscrit dans le projet City Light de projection monumentale. La vidéo a été créée par Laura Comenares Guerra, qui est en fait une artiste numérique colombienne extrêmement talentueuse et qui est associée au projet et qui est spécialisée dans le domaine des arts médiatiques.